Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents. Mais pour certains, vous n'aviez pas le choix, je vais dire, donc, mais merci quand même. Alors, je vais me permettre de faire une toute petite introduction. Ce soir, on va parler de la garantie. Vous savez que vous vendez tous des véhicules, que ce soit neuf ou occasion, mais à côté de ça, vous vendez aussi la confiance de votre établissement aux clients. Alors, on parle de la confiance et ça me fait penser justement à la garantie. C'est un sujet qui est pour moi très mal connu. Pour être dans le milieu de l'automobile depuis plus de 30 ans, je dois dire, il y a 30 ans, je voyais pas mal d'intervenants dans l'automobile qui connaissaient très très mal cette matière. Aujourd'hui, malheureusement, avec toute l'évolution, c'est toujours le cas. Donc, vous avez tous entendu parler des garages qui donnent 3 mois de garantie, 6 mois de garantie, où ils limitent la garantie. Alors, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité et donc à la garantie légale. En parlant de la garantie légale, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Piret de Traxio, que je vous demande d'applaudir. Merci. Merci. Voilà. Monsieur Piret va nous expliquer donc en long et en large la matière de la garantie, donc l'aspect légal, et nous aurons, après une petite pause, on aura aussi l'occasion de voir sous un autre angle l'aspect garantie et surtout assurance garantie, donc de l'établissement Riel Garant que vous connaissez. Alors, entre les deux, donc juste, je vous demande en fait, si vous avez des questions, et à mon avis, vous en aurez parce que c'est une matière quand même assez complexe, prenez note et lorsque M. Piret a fini son exposé, vous pouvez aussi poser vos questions. La même chose, donc après la pause, donc avec l'explication de Riel Garant, encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin de l'exposé. Je vous remercie. Voilà, je laisse la parole à M. Piret. Voilà, merci M. Rastaga pour cette introduction. Patrick Piret, qui je suis? Moi, je suis un juriste, je travaille dans le secteur automobile depuis 25 ans, donc j'ai vu pas mal d'évolutions. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler juste d'un petit aspect juridique, mais qui nous concerne dans mon département, auquel on est confronté tous les jours, c'est la garantie sur, principalement, comme on l'a dit en introduction, sur les voitures d'occasion. Alors, comme vous pouvez le voir dans mon titre, pourquoi réforme? Réforme parce qu'il y a des nouveautés qui sont en train de se préparer au niveau du Parlement. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite, mais la première des choses, c'est que je vais vous présenter l'entreprise, ou plutôt la fédération professionnelle que je représente. La fédération professionnelle qui est Traxio. Traxio, qu'est-ce que c'est? C'est une fédération professionnelle. Ça veut dire que nous regroupons tous les professionnels qui sont actifs, vous le voyez, dans un certain nombre de secteurs, et dans les secteurs sont les professionnels de la mobilité. Professionnels de la mobilité, il y en a qui vont, comme vous le savez, vous êtes concernés, qui vendent ce qu'on appelle chez nous la mobilité des personnes qui vendent des voitures, des vélos, des motos, neufs ou d'occasion, les concessionnaires, les indépendants, peu importe, on représente l'ensemble de ces professions-là. Mais également la mobilité des biens, les professionnels qui assurent la mobilité des biens, des marchandises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les véhicules utilitaires légers, mais également les camions. Donc tout cela, on a des structures, on est structuré par secteur professionnel et les différents professionnels peuvent se réunir et discuter de points qui les concernent. On a aussi tous les métiers du support de la mobilité, à commencer par un métier un petit peu particulier qui est le métier du dépannage, mais on a également, vous le voyez, l'entretien, la réparation, les pneus, la construction, les carrossiers constructeurs. Qu'est-ce que c'est les carrossiers constructeurs? Enfin, je sais pas, vous savez ce que c'est un carrossier constructeur? Oui, non? Vous ne savez pas? Enfin, je suppose que vous savez. Donc, ce sont ceux qui font les aménagements de véhicules utilitaires lourds ou légers. Voilà pour l'ensemble des professionnels que nous représentons. Et que faisons-nous pour eux? On fait principalement une chose que l'on fait beaucoup, c'est du lobbying principalement auprès des autorités. Autorités qui sont soit les autorités fédérales, soit les autorités
régionales, comme ici, par exemple, auprès de la région bruxelloise, enfin, moins au niveau de la région bruxelloise, mais surtout sur des matières qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais sont des matières fiscales, comme par exemple la TMC en région wallonne, et d'autres problèmes comme la vignette également qui va arriver. Mais aussi en tant que fédération professionnelle, nous représentons les employeurs dans le secteur automobile. Ça veut dire que nous sommes actifs dans 3 commissions paritaires et nous représentons ceux qui vont vous employer dans le cadre de la concertation sociale, notamment dans le secteur des garages, dans le secteur de la carrosserie également. Alors, qu'est-ce que moi je fais au quotidien pour les membres? Moi, je suis responsable d'un département que l'on appelle le département connaissances et expertise, et on regroupe différentes personnes qui sont principalement des juristes, qui ont des compétences dans des matières très particulières. Je pense que, par exemple, un collègue qui est spécialisé en droit social, une autre qui est spécialisée dans toutes les matières qui sont liées à l'environnement, permis d'environnement, mais aussi tout ce qui concerne, par exemple, le recyclage. Vous savez que dans le secteur automobile, on a des organismes de recyclage propres au secteur automobile. Je pense par exemple à Recitire, je pense par exemple à Febel Auto. Eh bien, tous les professionnels qui sont actifs sur le secteur automobile ont des obligations par rapport à ces organismes-là. Eh bien, nous supervisons, nous intervenons dans ces organismes pour faire respecter aussi les droits et les obligations, enfin, et surtout pour défendre les intérêts de nos membres. Mon département, qu'est-ce que nous fait? Vous voyez, ce qui est au centre, c'est le service aux membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes une ligne ouverte à toutes les questions des membres. Et une des questions principales que l'on reçoit, c'est « j'ai vendu une voiture, le client se retourne contre moi, il rencontre un problème, est-ce que je dois intervenir en garantie ?» Ça, c'est la question fondamentale que l'on reçoit. Et je vais vous expliquer aujourd'hui quel va être le raisonnement que l'on va devoir avoir quand on est confronté à cette question-là, mais ce raisonnement, il va changer, il va évoluer. Pourquoi? Parce que depuis un certain nombre d'années, je vous ai repris ici sur un slide, je suis désolé, moi je suis juriste, je vais faire de la vulgarisation ce soir, j'espère que vous allez comprendre tout ce que je vais dire, je vais faire de mon mieux en tout cas, mais on va devoir être un petit peu juridique quand même à la base pour vous faire comprendre certains concepts. Le premier concept, c'est le concept du Code civil. Le Code civil, qu'est-ce que c'est? C'est un bouquin dans lequel on retrouve un certain nombre de matières. Et la version originale du Code civil, elle datait de 1804. 200 ans, plus de 200 ans, 220 ans. C'était ce qu'on appelait le Code Napoléon. On s'est rendu compte que les différentes règles que contenait ce Code civil ne correspondaient plus du tout aux besoins de la société actuelle. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a décidé de revoir l'ensemble de ce livre, de ce Code civil. Et vous avez sous les yeux tout un timing de révision de ce Code civil qui va à la fin se comporter 10 livres. Et aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à un livre qui est le livre 7, qui porte sur les contrats spéciaux. Contrats spéciaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire principalement les contrats de vente et également les prestations de services. Donc, contrat de vente, c'est quand il y a un bien qui est vendu soit par un particulier à un autre particulier, mais aussi par un professionnel à une entreprise, ou par un professionnel à un consommateur. On va voir qu'il y a des règles différentes qui vont s'appliquer. On va avoir aussi le contrat d'entreprise, ça c'est la prestation de service. Il y a un véhicule qui rentre dans un atelier, je fais une réparation sur le véhicule. Dans quelle mesure est-ce que je vais être responsable s'il y a un problème après la réparation? Donc tout ça, on va devoir appliquer des règles du Code civil pour déterminer quelle est la portée de la responsabilité, soit du vendeur, soit de la personne qui répare le véhicule. Ici, les contrats spéciaux, vous le voyez, j'ai mis 1er janvier 2027 avec 2 points d'interrogation. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est en cours de discussion encore au Parlement, à la Chambre, et donc il n'est pas encore entré en vigueur, ce ne sont pas des règles qui sont déjà d'application. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce qui va se produire normalement dans les prochains mois, quand vous serez réellement actif aussi dans la vie professionnelle. Donc ce sont des choses qu'il va falloir prendre en considération assez rapidement.
Alors, quand on parle de garantie, et Réal Garand est là également, il faut bien savoir de quoi on parle, tout d'abord. Quand on parle de garantie, ça regroupe différents concepts en réalité. Il y a effectivement ce qui va vous être présenté par Réal Garand après moi, qui est l'assurance garantie ou la garantie commerciale, qui est quelque chose qui est offert par le vendeur au client. Et donc, il va être souscrit auprès d'une assurance comme Réal Garand aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres concepts, et le premier concept, c'est le concept de la garantie légale. La garantie légale, qu'est-ce que c'est? C'est la protection dont bénéficie un acheteur par application de la loi. C'est la loi qui dit « Vous achetez une voiture d'occasion, quand vous achetez une voiture d'occasion, vous êtes protégé contre certaines choses. » Et quelles sont ces choses? Dans le régime actuel, on a deux types de protection. On a la protection contre ce que l'on appelle les vices cachés. Je vais vous expliquer tout de suite ce que sont les vices cachés. Et d'autre part, contre le défaut de conformité. Le problème, c'est que dans le futur, on ne va plus avoir cette distinction-là et on aura un régime qui va être un régime unifié puisqu'on va parler pour tout le monde, pour toutes les opérations, de défaut de conformité. Je vais essayer de vous expliquer ça tout de suite. Alors, à côté de ça, on a ce qu'on appelle aussi la garantie conventionnelle. C'est un plus que l'on va donner au client. On va lui dire « Monsieur, je vous vends une voiture, vous allez bénéficier, je vous donne, moi, une garantie de 6 mois sur le pont, la boîte, le moteur. » Ça peut être considéré comme une garantie conventionnelle. Il faut faire très attention quand on écrit quelque chose sur un document ou sur une facture. Et alors, il y a ce qu'on appelle la garantie commerciale. La garantie commerciale, bien là, c'est une volonté unilatérale de dire « Vous m'achetez un bien, si vous rencontrez un problème sur la voiture, eh bien, vous vous rendez dans mon réseau officiel, vous vous rendez chez moi, vous revenez chez moi et je vais prendre en charge la réparation de votre voiture de façon gratuite. » Et ça, on le verra en toute fin, c'est la garantie du constructeur. Une garantie du constructeur, c'est une garantie légale, ce n'est pas une garantie qui rentre dans le... c'est une garantie commerciale qui ne rentre pas dans le cadre de la garantie légale, il faut bien tout distinguer. Donc ici, moi, je vais vous parler principalement de la garantie légale et de ce que l'on va avoir dans le futur. Alors, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le régime de droit commun, enfin ce que moi j'appelle le régime de droit commun en matière de garantie, et c'est la protection des vices cachés. Ça, c'est ce qui existait depuis 1804. À l'époque, je vendais une calèche, mais aujourd'hui, je vends une voiture. Eh bien, automatiquement, mon acheteur, ou même vous avez votre voisin qui vous vend sa voiture, je vais prendre cet exemple-là, eh bien, vous allez bénéficier de la garantie contre les vices cachés. Vice caché, qu'est-ce que c'est? Il faut évidemment qu'il y ait un vice, quelque chose qui affecte la voiture, qui va l'empêcher de fonctionner, qui va vous empêcher de l'utiliser. Il faut que ce vice présente certaines caractéristiques. Il faut qu'il soit grave, qu'il vous empêche réellement d'utiliser la voiture. Il faut qu'il soit caché, ça veut dire que vous ne pouvez pas le détecter au moment de l'acquisition du véhicule. Tout ce qui est apparent lié à la carrosserie ne peut pas être considéré comme un vice caché et qui ne peuvent être connus du client, évidemment, donc qui n'a pas été communiqué au client. Si, par exemple, vous pouvez très bien vendre une voiture dont la boîte de vitesse ne fonctionne pas, si le client a été averti que la boîte de vitesse était défectueuse, il n'y a pas de souci. S'il accepte d'acheter le véhicule avec une boîte de vitesse défectueuse et que le prix, évidemment, est adapté en fonction de l'état du véhicule, il n'y a pas de souci. Là, dans ce cas-là, il ne pourra pas venir vous dire « Oui, mais moi, je rencontre un problème sur la boîte, je veux annuler la vente. » Non, ça, à partir du moment où il a été informé, il n'y a pas de souci. Et alors, ce qui est très important aussi, évidemment, il faut que le problème, il va survenir, évidemment, bien après la livraison de la voiture, mais il faut pouvoir démontrer, et je prends par exemple,
Je reviens à mon exemple de boîte de vitesse. Je n'ai pas informé le client se rend compte 3 mois après la livraison de la voiture ou le voisin se rend compte 3 mois après la livraison de la voiture qu'il a un problème sur la boîte de vitesse. Il va devoir démontrer que le problème était déjà préexistant avant la livraison du véhicule. Donc, comment est-ce que l'on va faire? En général, on va avoir recours à un expert qui va devoir déterminer quelle est l'origine du problème. Et à ce moment-là, effectivement, on déterminera si effectivement c'était quelque chose qui existait avant la livraison ou pas. Et pour lequel une action est intentée en un bref délai. Alors, ici, chose importante qu'il faut retenir déjà pour les vices cachés dans ce régime-ci, qui doit démontrer quoi? Ça, c'est toujours la question qui va revenir de façon régulière. Qui doit démontrer quoi? Ici, c'est le client qui va devoir démontrer l'existence du problème avant la livraison. OK, ça c'est très important de le retenir parce que dans un autre régime légal, dans le régime légal des défauts de conformité en cas de vente à un consommateur, on ne sera pas dans la même logique. Alors, quelles sont les actions? Quelles sont les sanctions? La sanction ici, ce n'est pas la réparation du véhicule. Le client, il a la possibilité de faire 2 choses. Soit me rendre la voiture et je lui restitue le prix, point à la ligne, et éventuellement je vais devoir éventuellement lui payer des dommages et intérêts supplémentaires. Soit deuxièmement, il peut garder la voiture, mais alors à ce moment-là, il peut aussi me demander une diminution du prix compte tenu du fait que la voiture était affectée d'un vice caché. Mais en plus de ça, les cours et tribunaux qui appliquent ces principes-là ont établi une présomption de connaissance de l'existence du vice caché à charge du vendeur. Ça veut dire que le vendeur, on va partir du principe qu'il savait que la voiture avait un problème. Quand on a affaire à un vendeur professionnel, on va partir du principe qu'il savait que la boîte de vitesse était défectueuse, qu'il m'a vendu le véhicule dans cet état-là, et que donc le client peut éventuellement demander des dommages et intérêts supplémentaires. Sauf si je parviens à démontrer que moi, en tant que professionnel, je n'avais aucune possibilité d'identifier que la voiture était affectée d'un tel défaut. Je ne vais pas m'appesantir plus longtemps sur ces principes-là. Malheureusement, tout ce que je viens d'expliquer ici en matière de vices cachés, dans 1 an ou 2, on ne l'appliquera plus aux nouvelles ventes. On va passer à un autre système qui est le système, vous le voyez, de l'obligation de délivrer un bien conforme. Un bien conforme par rapport à quoi? Eh bien, ça veut dire que la voiture que je vais mettre à disposition de mon client, et ce, quelle que soit la qualité de mon client, ça veut dire ici les ventes à des entreprises également, on oublie les vices cachés, on se concentre sur l'obligation de délivrance d'un bien conforme, d'une voiture conforme. Conforme à quoi? Conforme au contrat et conforme aux attentes raisonnables de l'acheteur. Par rapport au contrat, ça veut dire que le véhicule va devoir présenter toutes les options telles qu'elles ont été annoncées dans mon annonce, tout ce qui a été convenu dans le contrat, et conforme évidemment aux attentes de l'acheteur. Ça veut dire que c'est les attentes qu'il peut avoir en fonction de l'âge et du kilométrage du véhicule. J'y reviendrai, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps dans le secteur automobile, depuis une 20aine d'années, et que l'on applique de façon très régulière. Mais ici, donc ça veut dire que le vendeur il va être tenu, et vous le voyez, de tous les défauts qui existaient au moins en germe avant la livraison du véhicule. Et donc la survenance du défaut après la livraison du véhicule ne va pas l'exonérer de sa responsabilité. Et même s'il n'avait pas connaissance du problème, il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Mais ici, dans ce régime-ci, attention, c'est le client qui va devoir démontrer l'existence du problème avant la livraison. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec 1 slide, 2 slides, où je vais vous comparer les différents régimes, et j'espère pour vous que ce sera plus clair. Et donc, cette chose très importante ici, par rapport aux vices cachés, c'est que les vices cachés, tant que je pouvais démontrer l'existence du problème, que le problème existait au moins en germe avant la livraison,
Et il n'y avait pas de limite dans le temps. Même 15 ans après, je pouvais me retourner contre mon vendeur tant que je savais prouver que le problème existait au moins en germe avant la livraison. Évidemment, avec l'écoulement du temps, c'est une preuve qui est très très difficile à apporter. Ici, vous le voyez, dernier point de mon slide, l'application de cette garantie légale, de cette nouvelle garantie légale, sera limitée à 10 ans, dans les 10 ans de la livraison. Alors, qu'est-ce que le client, dans le futur, pourra exiger? Le client, il pourra exiger pas mal de choses, puisqu'il pourra exiger, la première des choses, c'est la réparation de la voiture, le remplacement de la voiture. Il pourra aussi exiger soit la reprise du véhicule ou une diminution du prix. Donc, on va avoir un régime de droit commun qui va s'appliquer à toutes les ventes, qui sera beaucoup plus large que le régime que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ça veut dire, en gros, quand je vais vendre une camionnette à un entrepreneur, dans le régime actuel, le vendeur ne pourra demander que deux choses, soit que je reprenne la camionnette légalement, soit que je reprenne la camionnette, soit que je lui offre une réduction du prix. Aujourd'hui, légalement, dans le futur, légalement, il pourra en plus demander la réparation de la voiture, enfin de la camionnette, pardon. Alors, est-ce qu'on peut être plus favorable que la loi dans le régime actuel et dans le régime futur? Oui, certainement. Je peux alors, en plus d'une garantie, d'une couverture telle qu'elle va vous être expliquée par Réal Garant, j'ai aussi la possibilité de dire à mon client, dans mon contrat, tiens, moi, je vais t'octroyer une garantie de 6 mois sur le pont, la boîte et le moteur. Et dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas devoir me prouver que le problème existait avant la livraison. Mais si je mentionne ça, ça veut dire que je m'engage à devoir intervenir automatiquement s'il y a un problème sur les éléments que j'ai mentionnés pendant la période que j'ai mentionnée. Ça, c'est le droit commun. Ça veut dire que ça s'applique à toutes les opérations, que ce soit pendant la première année qui suit la livraison du véhicule ou après. Mais on a un régime très particulier qui existe. Pendant très longtemps, on a parlé de la nouvelle garantie. Donc, je vous ai dit, le régime des vices cachés, il date de 1804, Napoléon, le code Napoléon. Ce qu'il y a eu, c'est que dans le courant des années 90, l'Europe s'est beaucoup souciée de la protection des consommateurs. Et donc, l'Europe, elle a adopté un certain nombre de dispositions pour renforcer la protection du consommateur. Et une des dispositions qui a été adoptée par l'Europe et que les différents États membres de l'Europe ont dû transposer dans leur droit, c'est la garantie contre les défauts de conformité, mais en cas de vente de biens de consommation, en cas de vente à un consommateur. Qu'est-ce que c'est que cette vente à un consommateur? Qu'est-ce que c'est que cette garantie particulière? Il faut que l'acheteur soit un consommateur. Qu'est-ce que c'est un consommateur? C'est vous, moi, toute personne physique qui achète dans le cadre de sa vie privée un bien. Et le vendeur doit être une entreprise. Donc, sont exclus de ce régime-ci, ça c'est très important de bien retenir la différence entre les deux, sont exclus de ce régime-ci toutes les ventes qui sont faites à des sociétés. Je vais vous donner un exemple très simple. On voit de plus en plus sur les routes des petits camions qui sont destinés au transport de chevaux, des petits 3,5 tonnes, des Renault, etc., transformés. Imaginons que ce camion soit vendu à quelqu'un qui a un cheval et qui de temps en temps va faire un petit jumping dans le cadre de ses activités du week-end à titre de loisir. Dans ce cas-là, le régime que je vais vous expliquer va trouver à s'appliquer dès le départ à cette vente. Par contre, si je vends la même camionnette, le même véhicule à une société qui exploite un haras, eh bien là, dans ce cas-là, c'est ce que je vous ai expliqué avant qui va être d'application, c'est-à-dire garantie contre les vices cachés et le régime de droit commun contre les défauts de conformité. Donc, ce n'est pas le type de véhicule qui va déterminer le régime légal de garantie applicable,
mais c'est bien la qualité de l'acheteur. C'est la personne qui se présente à moi. Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui va utiliser le véhicule dans le cadre de sa vie privée? Et il faut vraiment l'utiliser dans le cadre de sa vie privée. Je peux très bien avoir une personne physique qui se présente à moi, qui me dit « Monsieur, je viens vous acheter cette voiture-là », qui donne une adresse mail, etc., privée, et qui, en fait, par la suite, on se rend compte quand il a un problème sur la voiture, il a fait, par exemple, 25 000 km en 7 mois. Là, on peut se poser des questions. On se dit, ben, c'est peut-être quelqu'un qui a, par exemple, il a acheté, je ne sais pas moi, un pick-up ou ce genre de véhicule. Soi-disant, il l'achète à titre privé. Il fait un gros kilométrage. On se rend compte en plus que le problème est lié au fait qu'il tracte régulièrement une remorque assez pleine. Eh bien, dans ce cas-là, on va dire, attention, ce n'est pas une utilisation privée que vous faites de la voiture, c'est une utilisation professionnelle. Donc là, on va exclure l'application de ce régime-ci. À quoi s'engage le vendeur? De nouveau, on va rentrer dans les mêmes considérations que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la notion de défaut de conformité. Et la notion de défaut de conformité couvre aussi bien ce qui est apparent que ce qui est caché. Quand on parle de défaut de conformité, vous le voyez sur le slide, il y a deux choses. Le véhicule doit correspondre, aux stipulations contractuelles, et deuxièmement, aux attentes raisonnables du consommateur. Les stipulations contractuelles, c'est quoi? C'est toutes les caractéristiques telles qu'elles sont décrites dans le contrat que je conclus avec mon client, mais également donc l'usage qui a été convenu, il doit correspondre aussi à l'usage qui a été convenu. Donc si le client souhaite faire un usage bien déterminé du véhicule, qui me le mentionne, qu'on le détermine dans le contrat, mais que finalement il ne peut pas faire un usage par exemple tracter un type déterminé de remorque et que finalement le véhicule n'est pas du tout adapté au fait de tracter, justement je vais reprendre un van d'un cheval, eh bien dans ce cas-là, on pourrait avoir un défaut de conformité également. Et également aux attentes raisonnables du consommateur en fonction notamment de l'âge et du kilométrage du véhicule. Donc le vendeur, il s'engage à ce que, ici je rentre plus dans le détail, à ce que le véhicule corresponde effectivement bien à toutes les caractéristiques qui ont été mentionnées dans le contrat, qu'il soit adapté à une finalité spécifique qui a été définie par le consommateur au moment de la conclusion du contrat. Ça peut être effectivement, par exemple, je parle du kilométrage. Je vais revenir sur le kilométrage. Est-ce que je peux limiter? Est-ce qu'à votre avis, on peut limiter la garantie à un certain kilométrage? La garantie légale ne peut pas être limitée à un kilométrage déterminé, je vais y revenir. Mais par contre, par exemple, je peux très bien avoir un client qui va me dire « Oui, mais moi, je veux acheter une voiture qui va me permettre de faire 40 000 km par an. » Enfin, en tout cas, c'est ça son intention. C'est l'intention qu'il avait, c'était d'acheter une voiture qui lui permet de faire 40 000 km par an. Il ne dit rien au client. Il ne dit rien au vendeur, pardon. Le client ne dit rien au vendeur. Le vendeur vend la voiture, par exemple une voiture diesel avec laquelle il est censé faire 25 000 km par an. Au bout de 10 mois, la personne a quand même parcouru, je vais dire, 30 000 km. Eh bien, c'est un usage particulier qu'il n'a pas expliqué, qu'il n'a pas défini au moment de l'acquisition du véhicule. Eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir écarter l'application de la garantie légale. Le véhicule doit être livré avec tous ses accessoires. Aujourd'hui, avec les véhicules électriques, il est clair que l'on doit livrer avec un câble qui permette le chargement du véhicule. Et alors, les attentes raisonnables, ça c'est quelque chose de très important. Quand on reçoit un dossier de garantie sur un véhicule d'occasion vendu à un consommateur, ma première réaction est toujours de demander « Quand avez-vous vendu la voiture ? Quel était l'âge et quel était le kilométrage du véhicule? À quel prix? Et aussi, quel est le type de véhicule ?» En fonction, il est clair qu'au moment où il achète une voiture, un consommateur doit avoir conscience que le véhicule n'est pas neuf, qu'il a déjà été utilisé par d'autres clients, par d'autres possesseurs avant lui. Et que donc le véhicule a un certain âge, un certain kilométrage,
et que si on trace une ligne du temps par rapport à ce véhicule-là, il y a déjà un certain nombre de composants qui sont déjà usés. Et donc, ce n'est pas parce que, à un moment donné, on doit remplacer un composant, et je vais vous donner l'exemple type que je donne pour bien faire comprendre ça, c'est l'embrayage. Encore l'embrayage manuel, je suis de la vieille école, moi, mais c'est ce qui me permet de mieux expliquer ça. L'embrayage, il est clair que si vous vendez une voiture qui est une voiture de direction, qui a circulé pendant 1 an, qui a 15 000 km, et que l'embrayage vient à péter, sauf si c'est vendu à quelqu'un qui apprend à conduire, ou, enfin bon, sauf circonstances particulières, hein, on en voit de toutes les sortes aussi. Qui pète au bout de 6 mois, au bout de, j'avais dit 10 000 km, on va dire, au bout de 3 000 km plus tard, ça peut être considéré comme un défaut de conformité. Mais si vous vendez une voiture qui a 10 ans, 300 000 km ou 250 000 km, et qu'au bout de 3 mois, l'embrayage vient à péter, eh bien là, c'est clair que dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir considérer ça comme un défaut de conformité. C'est simplement conforme par rapport à ce que la personne a acheté. C'est une voiture auquel les attentes raisonnables de la personne qui achète une voiture de 10 ans et de 300 000 km, elle sait que, sauf si on lui dit que l'embrayage est neuf, que cet embrayage présente des traces importantes d'usure. Et donc, la question suivante, c'est à quoi ne s'est pas engagé le vendeur? Le vendeur, et je reviens à la notion d'usure normale, et là, je pense que Réal Garon ne va pas me contredire, il ne s'engage pas à offrir une assurance omnium sur le véhicule pendant l'année qui suit la livraison du véhicule. Donc, tout ne doit pas être pris en garantie. Tout ce qui relève de l'usure normale, de l'entretien normal de la voiture, même si on est dans la période qui suit l'année de garantie, ne doit pas être nécessairement pris en charge par le vendeur. De même que, et je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure au début de mon exposé, si je signale au client qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, dans ce cas-là, effectivement, il ne pourra pas après venir me dire « mais je dois bien le mentionner par écrit dans le contrat, j'y reviendrai, par écrit dans le contrat ». Alors à ce moment-là, le client ne peut pas dire que le véhicule était affecté d'un défaut de conformité. Et donc, les entretiens, vous le voyez, l'entretien et les remplacements normaux dans la vie du véhicule ne tombent évidemment pas sous la garantie légale. Chose très importante dans ce régime-ci, et c'est ce qui va faire toute la différence avec ce que je vous ai expliqué dans ce qui va venir dans le futur pour les relations, je vais appeler ça directement pour les relations B2B, c'est qu'ici, la question de la charge de la preuve va être très importante. Le défaut qui survient pendant la période d'application de la garantie légale sur les biens de consommation est présumé exister au moment de la livraison. Donc ça veut dire que le client est avantagé par rapport à vous. Il a un avantage sur vous. Lui, qu'est-ce qu'il va devoir prouver? Il va devoir prouver que le problème était bien présent sur le véhicule. Je vais prendre l'exemple du client qui est un petit peu chicaneur et qui vient vous revoir. « Oui, mais moi j'entends un bruit dans ma voiture. » Oui, mais bon, votre bruit c'est bien simple, c'est bien gentil. Moi j'ai beau essayer votre voiture, j'entends pas de bruit. Oui, mais moi j'entends un bruit. Oui, mais moi j'entends pas de bruit. Donc s'il ne parvient pas à démontrer que le bruit trouve son origine dans un problème du véhicule, je suis désolé, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de question de garantie. Par contre, si effectivement, à partir du moment où il parvient à démontrer que la voiture était bien affectée d'un problème, qu'il y a un problème, quel qu'il soit, sur la voiture, ce problème est présumé exister avant la livraison de la voiture, ce qui implique que moi, professionnel du secteur, je vais devoir renverser cette présomption. Je vais devoir apporter la preuve contraire. Et comment est-ce que je peux faire ça? De deux façons. Soit de prouver que le problème,
que le problème est la conséquence, pour reprendre mon exemple de l'embrayage, de quelqu'un qui ne sait pas bien conduire et qui a brûlé l'embrayage, ou par exemple de quelqu'un, ce serait la conséquence de l'usage, c'est la conséquence d'un défaut d'entretien de la voiture parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait sur la voiture, mais c'est à moi de pouvoir apporter cette preuve-là. Soit, deuxièmement, éventuellement que le problème est un problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui rentre dans le cadre de l'entretien ou de la réparation, enfin l'entretien normal du véhicule, ou qui est normal compte tenu de l'âge et du kilométrage du véhicule. Donc je vais devoir démontrer que le problème auquel mon client est aujourd'hui confronté est la conséquence de l'usure normale de la voiture. Et à chaque fois, ce sont des considérations pratico-pratiques. Qu'est-ce qu'on constate dans la pratique? C'est que de plus en plus des consommateurs ont des assurances protection juridique. Ils sont couverts par des assurances protection juridique et donc, généralement, il y a un problème sur la voiture. Le client va voir sa protection juridique qui désigne un expert automobile. L'expert automobile va se mettre en contact avec le professionnel et lui demander « Monsieur, moi je représente le client Tartampion et le client Tartampion vous a acheté une voiture et maintenant vous devez intervenir, est-ce que vous êtes prêt à intervenir ?» Et là, il y a tout un dialogue éventuellement qui doit s'engager avec le client. Et là, nous, on peut intervenir et on a même un expert chez nous qui peut assister les membres lorsqu'ils rencontrent des problèmes avec des experts automobiles et participer aux réunions avec eux quand il s'agit de déterminer si le professionnel doit intervenir en garantie ou pas. Parce que parfois, il y a des discussions aussi sur des usures de pièces et ce genre de choses, et ce n'est pas toujours facile à déterminer. Mais ce qui est important, c'est ce qui est aussi au début du slide. Quelle va être la durée d'application de cette loi, de ce régime légal particulier? C'est pendant 2 ans, avec la possibilité de réduire l'application de cette garantie légale-là à 1 an, uniquement pour les biens d'occasion. Donc, c'est un maximum 1 an. Donc on peut très bien dire que le client bénéficie de la garantie légale pendant 18 mois. Il n'y a pas de souci. Mais ça doit être minimum 1 an. Et ça doit être clairement mentionné dans le contrat, pas sur la facture, pas sur un autre document, ça doit être clairement mentionné dans le contrat pour qu'il y ait un accord entre les deux parties. Parce que la loi dit bien que pour réduire l'application de la garantie, il faut réellement qu'il y ait un accord entre le consommateur et le vendeur. Alors, je ne vais pas trop m'appesantir. Et donc, le vendeur, hop. Que peut demander l'acheteur? Alors ici, les choses sont très claires. L'acheteur, la loi prévoit que, donc la directive européenne et la loi belge, prévoit que l'acheteur peut demander la réparation du véhicule ou le remplacement du véhicule. Et quand on dit la réparation du véhicule, ça veut dire que l'idée, c'est quoi? J'ai un défaut de conformité. Mon véhicule ne correspond pas à ce que j'ai annoncé dans mon annonce ou dans le contrat, ou qu'il est affecté d'un problème qui survient en cours d'utilisation du véhicule, eh bien, mon obligation est de remettre le véhicule dans l'état dans lequel il aurait dû être livré. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un véhicule qui a, je vais dire, 5 ans et 120 000 km. On a une Golf dont le moteur pète à 120 000 km. Vous l'avez vendu 3 mois avant, pas de chance pour vous, vous allez devoir prendre en charge la réparation du moteur. Je ne sais pas, il y a eu un problème de soupape ou de je sais quoi et le moteur est foutu, mais il faut le remplacer. Est-ce que vous avez l'obligation de remettre un nouveau moteur? Non. Vous avez l'obligation de remettre le véhicule dans l'état dans lequel il aurait dû être livré à votre client et donc vous pouvez parfaitement mettre un moteur en échange standard ou un moteur d'occasion, mais qui présente évidemment les mêmes caractéristiques que le moteur du véhicule que vous avez vendu. Et alors, le client peut aussi éventuellement demander une réduction proportionnelle du prix ou la résolution, mais la résolution, il ne peut pas la demander lorsque le défaut n'est qu'un défaut mineur.
Alors, ce qui est très important aussi, question que l'on nous pose aussi, mon client est en panne avec la voiture, je vais intervenir en garantie, est-ce que j'ai l'obligation de mettre à sa disposition une voiture de remplacement? La réponse n'est pas très claire. Ce que la loi prévoit, c'est que la réparation doit se faire sans inconvénient majeur pour le client. Et donc, s'il a besoin de mobilité, être privé de sa mobilité peut être considéré comme un inconvénient majeur. Donc, moi, j'ai tendance plutôt à dire, de toute façon, sur un point de vue commercial, il est toujours préférable d'assurer la mobilité de ses clients. Et donc, ce sera préférable. Alors, s'il y a une chose que vous devez retenir ce soir, c'est ceci. Est-ce que je peux exclure, je vends une voiture à un client consommateur, est-ce que je peux exclure l'application de la garantie légale? Est-ce que je peux dire, j'ai un client qui se présente à moi, il me dit, écoute, moi je suis intéressé par ta voiture, mais là le prix, je suis un peu trop serré financièrement. Allez, fais-moi un prix, tu me fais un prix marchand, et oui, et vous vous mettez d'accord. Et puis le client, il a un problème sur la voiture, et qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je l'ai vu souvent avec des personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens financiers. Et les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, elles ont accès à une chose, c'est un avocat prodéo. Eh bien, régulièrement, vous allez vous prendre, si vous vendez une voiture dans des conditions pareilles, que le client rencontre un problème, il va revenir vers vous, il va vous dire « mais moi, je bénéficie de toute façon de la garantie, de la protection légale ». Donc, ce qu'il faut retenir, une chose, c'est ici, on ne peut pas exclure l'application de la garantie légale. Et que ce soit pour les ventes en B2B à des entreprises ou à des consommateurs. On ne peut jamais exclure l'application de la garantie légale. Et même si votre client vous dit « mais moi, je vous signe un document, je renonce à la garantie », si après il décide d'aller devant un tribunal, le tribunal va reconnaître qu'effectivement, monsieur ne pouvait pas signer ce document-là. On va considérer que ce document-là est nul. Vous ne pourrez pas vous prévaloir du fait que votre client a accepté de prendre la voiture sans garantie. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, dans un cas pareil, comme vous n'avez pas limité la garantie à 1 an, vous avez soi-disant vendu le véhicule sans garantie, eh bien, c'est la garantie légale full gas qui va trouver à s'appliquer, même si vous avez vendu une voiture d'occasion, et ce sera une couverture de 2 ans. Et alors, le client n'est pas non plus lié par des clauses contractuelles qui, par exemple, ici, ben voilà, je vous le dis, vendu sans garantie, ou alors ce qui ne veut plus rien dire aussi, c'est vendu dans l'état bien connu de l'acheteur, ça n'a jamais voulu dire grand-chose, et ça ne veut rien dire du tout. Alors ici, petit slide récapitulatif. Ici, on est dans le régime actuel, dans ce qu'on connaît actuellement. La question que je dois me poser, première question que je dois me poser pour déterminer le régime légal applicable, c'est à qui ai-je vendu le véhicule? Est-ce que je l'ai vendu à un consommateur ou à une entreprise? Donc, vous voyez, acheteur. Hein? Alors, quel type de véhicule j'ai vendu, neuf ou d'occasion? Si je vends le véhicule à un consommateur, si je vends un véhicule neuf à un consommateur, il va bénéficier de l'application de la garantie légale pendant 2 ans. Si je lui vends un véhicule d'occasion, il va bénéficier de la garantie légale pendant 1 an. Je peux contractuellement réduire l'application de la garantie légale à 1 an. Si je vends le véhicule à une entreprise, elle va bénéficier de la garantie légale, vous voyez, de façon indéfinie. C'est le régime actuel des vices cachés qui trouve à s'appliquer. Alors ici, vous voyez qu'il y a 2 flèches roses qui se sont superposées, puisque en cas de vente à un consommateur, la présomption légale d'existence du défaut de conformité avant la livraison va être applicable pendant toute la durée. Il y a 4 ans, je vous aurais dit que cette période d'application se limitait aux 6 premiers mois qui suivaient la livraison. Et tout ça a été modifié par le législateur et par les autorités européennes. Et donc maintenant, cette présomption elle est applicable pendant toute la période
d'application de la garantie légale. Et alors, on voit que après, ça c'est très important aussi de le savoir, c'est que si mon client rencontre un problème sur la voiture, je vends la voiture d'occasion à un consommateur. Ce consommateur rencontre un problème après 18 mois sur le moteur. Il peut toujours venir me revoir et me dire « Monsieur, je vous ai acheté cette voiture-là il y a 18 mois. Aujourd'hui, j'ai un problème moteur et je sais que c'est un défaut de conformité. Et je sais, pardon, que c'est un vice caché. » On va dire un 1200 PureTech, là, pour bien rigoler. Hein, ces voitures que plus personne ne veut vendre. Donc là, attention, après l'application du régime particulier, on va avoir de nouveau le régime de droit commun qui va trouver à s'appliquer. Ici, on va reprendre la même chose, mais dans le régime futur, la future garantie. Le régime de départ, c'est quoi? Eh bien, pour tout le monde, pour toutes les ventes, on va avoir un régime où on va avoir une garantie contre le défaut de conformité pendant 10 ans, limitée à 10 ans, avec un régime dérogatoire et plus particulier pour les consommateurs pendant une période de 2 ans, où là, on va avoir une présomption que le défaut de conformité existait au moment de la livraison, ou de 1 an pour les biens d'occasion si on limite l'application en cas de vente de véhicules d'occasion, de la période d'application. Je suis désolé de venir avec tout ça un vendredi soir, ça doit être indigeste, mais voilà. Alors on va passer à des choses un peu plus pratico-pratiques dans le quotidien. Quelles sont finalement les bonnes pratiques? Je vous ai dit, vous ne pouvez pas limiter l'application de la garantie légale. On ne peut pas dire « je vous vends le véhicule sans garantie légale ». Mais alors, comment est-ce que je vais devoir faire pour limiter l'impact de la vente du véhicule sur mon portefeuille et sur la garantie? Alors, la première des choses, c'est surtout par une information adaptée en cas de vente d'un véhicule d'occasion à un client. C'est-à-dire, faites très attention à tout ce que vous allez mettre dans les publications que vous allez mettre sur votre site internet ou sur d'autres plateformes, parce que ça va avoir une influence évidemment sur ici j'ai pris une annonce vert, je suis tombé sur une voiture verte qui correspond à nos couleurs, voilà, c'est une belle Alpine. Ce que vous pouvez déjà pas dire, c'est, et là Riel Garand va venir avec une autre explication, mais comme ça permettra de bien faire la distinction entre les deux. Votre client ne doit pas payer pour bénéficier de la garantie légale. Riel Garand va vous donner une autre explication pour ce qui concerne leurs produits. Mais pour la garantie légale, le client ne doit pas payer. Contrat de garantie Traxio 1 an, 500 €, non, je ne peux pas le faire. Alors, ici, ce qui est très important aussi, c'est de déjà donner l'information, une information complète et description complète du véhicule en tout cas, de bien vérifier les informations que vous mettez sur votre site internet ou dans toutes les annonces. Par exemple, quelqu'un qui va annoncer que le véhicule est équipé d'un cruise control adaptatif et qu'en fait le véhicule est équipé d'un simple cruise control, le véhicule fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souci, tout va très bien, mais le client il voulait absolument un cruise control adaptatif. Eh bien, dans un cas pareil, il y a défaut de conformité. Donc, ce n'est pas parce que le véhicule... Ce que vous devez comprendre, c'est que le défaut de conformité, ce n'est pas lié uniquement au fait que le véhicule ne va pas fonctionner. Le défaut de conformité, je suis désolé, j'ai un peu de problème avec ma voix là. Donc, le gros problème, c'est que le véhicule ne correspond pas à ce qui a été annoncé. Il n'a pas les caractéristiques telles qu'elles ont été annoncées dans les documents, ici dans l'annonce ou dans les documents contractuels. Alors, il y a une chose importante aussi qu'il ne faut pas oublier lorsque on annonce un véhicule, que ce soit sur une plateforme de vente, que ce soit sur le site internet propre, que ce soit même sur Facebook, c'est le lien vers CARPAS. Donc, on a la loi CARPAS qui impose maintenant depuis, je ne saurais plus vous dire exactement depuis quand,
mais depuis 3 ans au moins que pour tous les véhicules qui sont des véhicules d'occasion, on a l'obligation d'insérer dans toutes les annonces sur Internet le lien CarPass. Et n'oubliez pas aussi que pour tous les véhicules qui sont exposés en showroom, on doit imprimer le PDF de CarPass et le mettre à côté de la voiture. Et il y a aussi sur ce PDF, il y aura aussi un petit QR code qui permettra à ce moment-là de scanner et d'aller voir l'historique du kilométrage, outre l'historique du véhicule, d'aller voir aussi aujourd'hui eh bien, les opérations qui ont été réalisées sur le véhicule. Et donc ici, je vous ai repris un petit exemple. On voit ici qu'il y a ceci qui était inséré quelque part dans l'annonce. Je clique là et j'arrive sur la consultation de l'historique avec notamment ici, je vais vous le lire, on voit qu'il y a un entretien qui a été réalisé le 14 novembre 2025. Donc tout ça, ce sont des informations très importantes que vous devez donner à votre client avant la vente et qui vont conditionner également votre intervention éventuelle en garantie. Alors, ce qui est très important aussi, et là j'insiste là-dessus, qui est obligatoire en cas de vente à un consommateur, à un particulier, vous ne pouvez pas vous contenter d'établir une facture. Une facture, qu'est-ce que c'est? Une facture, c'est un document que vous émettez pour répondre à vos obligations comptables, mais surtout TVA. C'est la TVA qui vous impose d'établir une facture le 5e jour, ou plus tard le 5e jour du mois qui précède le mois au cours duquel vous avez vendu la voiture. Ici, vous avez l'obligation de quoi? D'établir un contrat de vente. Et ce contrat de vente, en cas de vente à un particulier, il doit répondre... C'est Siri qui se met en marche. Oups, je suis désolé. Et donc... Ici, c'est donc le contrat de vente. Contrat de vente, c'est l'arrêté royal du 5 avril 2019 qui définit tout ce que l'on va retrouver dans le contrat de vente d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion. Et en plus, quand on vend une voiture d'occasion, on a l'obligation d'établir une checklist. Alors, chez Traxio, on a développé ce contrat-là bien avant que la réglementation n'entre en vigueur. Et d'ailleurs, le législateur s'est inspiré de notre contrat de vente Traxio pour le rendre obligatoire. Et donc, vous avez cette checklist qui est là. Je vais revenir tout de suite sur la façon dont il faut la compléter, qui comporte une grosse centaine de composants du véhicule et qui vous permet de faire quoi? Tout simplement de détailler l'état dans lequel se trouve le véhicule pour donner une information adaptée au client. Si vous indiquez, il y a 3 colonnes, vous avez un pouce au-dessus, vous avez un triangle et vous avez un rond. Quand vous indiquez, par exemple, que les feux de service ne fonctionnent pas, eh bien le client ne peut pas venir et qu'il accepte de prendre livraison du véhicule avec les feux de service qui ne fonctionnent pas, il ne peut pas se retourner contre vous pour ce point-là. Alors, le bon de commande Traxio, il existe aussi bien en papier, vous avez eu la première version, si en papier que de façon digitale. Et de la même façon, nous avons un bon de commande B2B, donc pour les ventes à des entreprises, qui, évidemment, ne va pas contenir les mêmes conditions de vente, les conditions générales, donc au dos de ces documents. Je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus, mais au dos de ces documents, on va avoir des conditions générales de vente et qui vont définir évidemment des régimes juridiques différents. Alors, ici, on est vraiment dans ce qu'il faut faire, ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mentionner garantie 12 mois si entretien dans nos établissements. Vous ne pouvez pas subordonner le bénéfice de la garantie légale au fait que le véhicule soit entretenu chez vous ou dans le réseau officiel. Le client, il a la possibilité d'aller faire entretenir son véhicule où il veut. S'il rencontre un problème sur sa voiture, vous pourrez évidemment exiger de sa part qu'il vous prouve qu'il a fait l'entretien du véhicule selon les normes du constructeur. Et si ça n'a pas été fait selon les normes du constructeur, ça peut être considéré évidemment comme la source du problème. Mais par contre, vous pouvez mentionner qu'afin de
de mieux vous servir pendant la durée de la garantie légale, nous vous conseillons de faire entretenir votre véhicule chez nous. Vraiment, voilà, ça, c'est un message commercial. Alors, garantie 12 mois ou 25 000 km, je l'ai déjà dit tout à l'heure, non. Ça, c'est une mention qui va être considérée comme abusive et écartée par un tribunal. On ne peut pas mentionner cela. Ça n'aura pas d'impact sur l'application de la garantie légale. Alors, le pire ici, que j'ai jamais vu, c'est, je vous le lis, garantie 12 mois bloc moteur, exclusivement turbo, chaîne de courroie de distribution non garantie, ni les pièces d'usure de consommation, entretien à faire par le client. À la limite, ce qui est bien, c'est qu'il mentionne quand même que l'entretien doit être fait par le client. OK ? Ça, je peux comprendre que c'est une chose, effectivement, le fait de préciser au client qu'il doit faire lui-même l'entretien du véhicule et que l'entretien n'a pas été fait, c'est quelque chose qui est contractuellement important, puisque un client pourrait s'attendre effectivement à ce que le véhicule soit en ordre d'entretien. Mais le reste, franchement, c'est totalement abusif et on ne peut, c'est vraiment une horreur totale. Alors, la checklist, ne rien compléter, ça c'est totalement absurde parce que l'objectif de la checklist est de couvrir le professionnel par rapport à son client. Et tout cocher à réparer pour espérer écarter l'application de la loi est tout aussi aberrant, puisque ça va être considéré comme un comportement abusif de la part d'un tribunal en cas de litige, et donc également le professionnel ne pourra pas s'en prévaloir. Autre chose alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'utiliser ce genre en complément du bon de commande, d'utiliser ce genre d'image pour visualiser les éventuels problèmes sur le véhicule et faire signer ce document par le client. Et alors, à ce moment-là, eh bien, le client ne pourra plus dire que le véhicule ne lui a pas été livré dans un état correct. Alors, sur les factures, mentionner garantie totale, non. Je vous rappelle, je viens de vous le dire, ce qui est essentiel, c'est que, 1, je conclue un contrat, un bon de commande, un contrat avec mon client. Ce contrat va me permettre de fournir une information totale sur l'état du véhicule, va me permettre également de me conformer aux obligations légales, de limiter la période d'application de la garantie légale à 1 an. Et sur ma facture, qu'est-ce que je mentionne? Je fais simplement référence, garantie légale, voire le bon de commande, et vous mentionnez la date, et s'il y a un numéro, et le numéro du bon de commande, du contrat de vente. Mais on ne mentionne rien d'autre sur la facture. Il ne faut surtout pas mentionner, par exemple, garantie totale, ou garantie pièce main-d'œuvre, ou garantie pont boîte moteur. Alors, par exemple, je suis vendeur d'une voiture. Je vais mentionner sur la facture garantie pont boîte moteur pendant 6 mois, en espérant limiter mon obligation légale. Eh bien, je risque d'avoir l'effet inverse. 1, la garantie légale va trouver à s'appliquer pendant 24 mois. 2, en plus, une mention comme celle-là peut être considérée comme une garantie commerciale, c'est-à-dire un engagement de ma part à couvrir la voiture contre les problèmes qui pourraient survenir à la boîte, au pont ou au moteur pendant une période, par exemple, de 6 mois. Et donc, ce serait un avantage supplémentaire que je donnerais à mon client. Et donc, plutôt que de me retrouver avec une garantie limitée à ces éléments-là, je vais me coincer tout seul comme un grand. Donc, il vaut mieux ne rien mettre et surtout ne plus mentionner ce genre de choses. Alors, il me reste 3 slides et je vais vous remercier de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long et trop lourd. Garantie du constructeur. Garantie constructeur, c'est quoi? Vous le savez tous, j'achète une voiture et quand j'ai acheté une voiture neuve, le constructeur s'engage à garantir la qualité de ce qu'il met sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je rencontre un problème, je vais chez un réparateur agréé qui va prendre en charge la réparation de ma voiture. Et donc, c'est un engagement unilatéral de la part d'un constructeur qui met une voiture sur le marché.
Alors, il y a une chose essentielle, deuxième chose essentielle que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que, en vertu, je vais pas, là on peut partir, je peux vous en parler aussi pendant un certain temps, en vertu de certaines dispositions légales réglementaires européennes, un constructeur ne peut pas subordonner le bénéfice de sa garantie au fait que la voiture soit entretenue dans son réseau officiel. J'achète une Mercedes neuve, je n'ai pas l'obligation de faire entretenir ma voiture dans le réseau Mercedes pour bénéficier de la garantie constructeur. Si, évidemment, il faut que l'entretien soit fait évidemment selon les normes du constructeur, il faut être très prudent lorsque l'on fait ce genre de choses aussi, mais ça veut dire que les réparateurs indépendants, on ne peut pas les priver de faire l'entretien ou en tout cas des interventions normales d'entretien sur ce type de véhicule, sur les véhicules neufs. Donc voilà, et j'en termine là parce que je pense que c'est suffisant. Merci pour votre attention. On va voir les suivants.